c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue à tous sur RLP Business en direct sur 102.3, en direct de nos studios à Coulommiers-Chamiers dans le Périgord avec Stéphane, RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management dans le Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler chocolatier avec le maître artisan local Hervé Robin qui est venu nous voir pour nous expliquer son métier, sa passion, le chocolat. Monsieur Robin, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Bon, merci beaucoup d'être venu. Écoutez, c'est parti. Après les actualités spéciales chocolat, c'est donc un RLP Business chocolaté. Aujourd'hui, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors, chocolat, en 2021, la France est le 6e plus gros importateur mondial de fèves de cacao pour fabriquer toute une gamme de produits chocolatés pour sa consommation nationale et pour l'exportation. La France importe en moyenne 439 000 tonnes de cacao par an sur la période 2012-2021 et on exporte 253 000. Alors, c'est pas anodin dans un marché très volatile. Par exemple, le cacao est coté au niveau de la tonne. En novembre 2022, nous étions à 2400 $ la tonne de cacao. En 15 avril 2024, nous avons eu un pic, il est monté à 12 300 $ à peu près. C'était, je crois, un niveau historique, la tonne de cacao. Et aujourd'hui, nous sommes à 7 300 $. Ça fait quand même une matière première qui bouge beaucoup, qui monte beaucoup, qui descend beaucoup, enfin qui monte surtout. Et avec notamment la hausse de l'énergie, je sais que certains ont eu des difficultés cette année. Alors, le syndicat du chocolat, en 2021, les ventes en France ont représenté en volume 347 979 tonnes pour une valeur de 3 323 millions d'euros. Donc on est en milliards quand même. Les parts de marché en volume, tablette de chocolat à 36,1, part de tartiné, on est grosso modo, pâte à tartiner par contre, à 24,6%. Les bars et les confiseries représentent approximativement 15,4%, 13,5%. Et les ventes sont marquées par deux temps forts, Noël et Pâques, avec grosso modo 694 millions pour Noël et 319 pour Pâques. Il y a 18 000 tonnes vendues aux professionnels qui utilisent le chocolat comme ingrédient, glace, biscuits et gâteaux. Et les entreprises fabriquent au total plein de tonnes de produits finis et semi-finis dans l'Hexagone. Alors intéressant, la consommation moyenne en France s'élève grosso modo à 13,2 kg par an et par foyer. Les Français se distinguent par une propension à consommer plus de chocolat noir que le reste de l'Europe. On est même plus fort que la Suisse, on mange plus de chocolat que les Suisses. La profession de la chocolaterie représente 115 entreprises en France, donc 90% de PME. Nous en avons, nous, plusieurs dans le Périgord. Elle emploie plus de 30 000 salariés au total, dont 15 850 en production industrielle, donc on va dire un peu moins de 15 000 aussi en PME-TPE. Et il y en a dans toutes les régions françaises. Il y a les grands groupes, bien évidemment, Barry Callebaut, Semoï, Ferrero, Lindt, Mondelez, Mars, Nestlé. Il y a une cinquantaine de PME, Apté, Castelin, Cluiset, le Chocolat des Français, Guyot, Marlieu, la Marquise de Sévigné, le Révillon, Valrhona, Voisin, Ouest. Des fabricants avec des magasins de proximité, Jeff de Bruges, Léonidas, Réauté Chocolat et de nombreux artisans. Monsieur Robin, on vous classe dans les fabricants magasins de proximité ou artisans ? Alors nous sommes artisans chocolatier, bien sûr. Oui, d'accord. Est-ce que vous avez été touché, vous, par ces hausses de matières premières et de l'énergie ? Est-ce que le prix du chocolat a eu un impact sur votre activité ? Alors absolument. Nous avons été impactés, comme la plupart des chocolatiers, qu'ils soient artisans ou industriels, puisqu'on est passé, comme vous l'avez dit, en prix au kilo. Les industriels achetaient leur cacao à 1,50 $ jusqu'à 3 $ le kilo, et ça a doublé en 2023. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous travaillons essentiellement avec des cacaos de spécialité. Le plus gros pays producteur au monde, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous n'utilisons pas ce cacao. Ça, c'est un cacao qui est réservé, qui est utilisé uniquement par les industriels. Donc les industriels
ont dû, étant donné que la récolte avait été extrêmement mauvaise à cause du dérèglement climatique, ils se sont tournés vers des cacaos de spécialité. Au lieu d'acheter leur cacao à $6 le kilo, ils ont dû aller acheter des cacaos de spécialité, donc au Pérou, au Venezuela, à Madagascar, et ils sont prêts à payer le cacao jusqu'à 10 ou 12 euros du kilo, et ils achètent même le cacao non transformé, c'est-à-dire non séché et non fermenté. Frais, il n'a même pas eu le temps de sécher, il n'a même pas vérifié, rien du tout. C'est à eux de le faire, d'accord. Exactement. Donc à partir de là, nous on est forcément impactés parce qu'il y a une véritable spéculation qui se produit et c'est la loi de l'offre et de la demande, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On sait que nous, on a eu la chance de ne pas être immédiatement impactés parce qu'on avait acheté du cacao quand il était à des prix raisonnables. Donc on vit encore sur nos stocks d'avant augmentation. Mais là, dès l'instant où on va racheter du cacao, on va forcément le payer beaucoup plus cher. On va le payer 2-3 fois le prix qu'on l'avait payé il y a 6 mois. Et on va devoir répercuter cette hausse. Bien sûr. Sans ça, on n'existe plus, quoi. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous me dites là, c'est que la hausse du cacao, ce n'est pas de la spéculation, mais ce sont des phénomènes climatiques. Alors, c'est principalement climatique, mais il y a spéculation quand même. D'accord. Il y a des gens qui ont... Comme ce qu'on a vécu avec le café, par exemple, à une époque. Exactement. Oui. Il y a des gens qui ont, notamment les industriels, qui ont le pouvoir et qui vont acheter... là, il y a 3 mois de ça, on ne trouvait plus de beurre de cacao chez aucun fournisseur. Parce qu'ils le gardent, faire monter les prix, et puis après ils le revendent. Exactement. Et ceux qui ont la puissance de feu, ceux qui ont suffisamment de trésorerie, achètent des grosses quantités de beurre de cacao. Et nous, on a manqué de beurre de cacao. Il y a encore quelques semaines, on était contingentés. On nous disait, non, par chocolatier, c'est uniquement 10 kilos de beurre de cacao. Pour l'instant, on ne peut pas vous en donner plus. Donc en fait, vous, pour lutter contre la mondialisation, vous devez stocker et faire vos propres politiques d'achat au bon moment avec... Alors c'est difficile parce qu'on est souvent surpris. Enfin là, ça a été le cas en fait. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Donc on a eu la chance, nous, de se stocker suffisamment. Et donc on n'a pas été immédiatement impacté. Mais dans les prochains mois, on le sera, c'est sûr et certain. D'accord. Mais voilà. Donc ça, vous voyez, l'artisan, l'entreprise, c'est aussi ça, c'est faire face au monde. Eh bien, on en parle, on lance. C'est monsieur Hervé Robin, artisan chocolatier de renom sur Périgueux. L'invité de la semaine. Hervé Robin, que l'on trouve donc en centre-ville, que l'on trouve aussi sur hervérobin.fr. Monsieur Hervé Robin, bonjour encore une fois, merci d'être venu nous voir. Alors, qui est Hervé Robin? Comment devient-on chocolatier? Alors, pour parler un petit peu de mon parcours, moi je suis originaire de Lorraine, hein. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Ligny-en-Barrois. J'ai fait mon apprentissage à l'issue de la 3e chez un pâtissier. À l'époque, on passait un CAP de chocolatier, pâtissier, confiseur, glacier. C'est seulement dans les années 80 qu'est apparu le CAP de chocolatier. Donc moi, après avoir obtenu mon CAP à Bar-le-Duc, j'ai eu la chance de rentrer dans une grande maison à Paris qui s'appelle Christian Constant, qui est vraiment une référence en chocolat, en pâtisserie, en traiteur. Je suis resté 3 ans chez Christian Constant. J'ai quitté Christian Constant pour rejoindre Dalloyau, qui est une très très belle entreprise également en confiserie, en pâtisserie et en traiteur. Après Dalloyau, j'ai travaillé au Luxembourg, chez Oberweis, qui est la référence en pâtisserie de chocolaterie au Luxembourg. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être recruté par la Maison du Chocolat à Paris, pour qui j'ai dirigé la production de la Maison du Chocolat durant 17 ans. D'accord, donc vous avez pu vous former en entrepreneuriat. Je suppose que le CAP vous a appris le métier de chocolatier? Alors absolument, le CAP... Alors, le CAP ne suffit pas... Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les études vous ont appris à être entrepreneur et chef d'entreprise, à gérer un stock, des employés, une comptabilité Alors moi, ça s'est fait plus avec la Maison du Chocolat, puisque j'avais comme rôle le rôle de directeur de production, donc ça oblige à regarder les chiffres, attention à tout ce qu'on achète, à pas dépenser trop d'argent, tout simplement. Et ensuite, moi, toute ma famille était dans le
commerce, donc j'avais un peu ça dans le sang aussi. Donc vous avez un milieu social d'origine qui était déjà dans l'entrepreneuriat, et qui vous saviez ce que c'était que faire face à l'URSSAF, le RSI, les cotisations retraite, ce genre de choses, la TVA, ça vous parle et vous n'avez pas découvert sur le tard? Non. Par contre, est-ce que vos études vous ont parlé de ça? Alors non, franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert. Oui, ça a été à vous de le faire. C'est pas l'État qui vous a appris à le faire. Non. D'accord. Non. Ok. D'accord. Ok. Et donc la Maison du Chocolat à Paris. Donc la Maison du Chocolat à Paris pendant 17 ans. Et donc j'ai quitté Maison du Chocolat dans un premier temps pour diriger une chocolaterie donc sur Bidart à côté de Biarritz. Ça faisait partie d'un gros groupe qui a plus de 70 chocolateries en France. Dans cette chocolaterie, je suis resté juste pendant 6 mois. Ensuite, j'ai monté une société de conseil et j'intervenais chez les chocolatiers pour créer des gammes de produits, faire de la formation du personnel. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer aussi dans ma façon de diriger, de manager, mais aussi dans ma façon de dépenser l'argent. Parce que bon, j'intervenais pour aider les entreprises à se développer et à bien se développer en faisant les bons achats, en conseillant sur le matériel, en essayant de trouver des leviers pour gagner en productivité dans leur organisation de production. Et donc, moi, c'est tout ça qui m'a animé, en fait, dans ma carrière professionnelle. Bien sûr. Et j'ai eu la chance, à un moment donné, donc, d'arriver à Périgueux. J'ai été associé avec un chocolatier périgourdin au départ. Bon, l'association n'a pas fonctionné, donc je suis resté seul à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que mon fils Mathieu m'a rejoint dans l'entreprise. Donc 2013, je m'associe avec un chocolatier périgourdin. 2014, ça fonctionne plus entre nous. Donc lui quitte la société, je me retrouve seul. Donc là, il fallait avoir, comment dire, l'espoir en fait de garder l'entreprise. J'avais surtout envie de conserver cette entreprise. C'est là le début du combat de l'entrepreneur. Exactement, parce que la personne avec qui vous étiez consultant, vous vous formiez en fait aux ressources humaines, aux qualités, au marketing, alors que vous avez déjà et au savoir tel qu'il est. Et c'est effectivement en 2014 où là vous commencez à devenir vraiment un entrepreneur, un recruteur, quelqu'un qui met en place sa structure à lui. Mais c'est exactement ça. C'est surtout que quand j'étais avec mon associé, lui représentait à lui seul 70% du chiffre d'affaires du laboratoire. Donc du jour au lendemain, quand il a quitté l'entreprise, je me suis retrouvé face à une situation très compliquée à vivre déjà pour commencer, mais qui m'a obligé à aller chercher des clients. Donc j'ai dû activer tout mon réseau pour tirer la sonnette d'alarme et dire je cherche des clients pour faire de la revente. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir servir une chocolaterie qui est une très très grosse chocolaterie qui est dans le 15e rue de Passy à Paris et qui est venue... mon associé, il est parti au mois d'avril. J'ai eu mai, juin, juillet, août pour activer mon réseau et rechercher des gens à qui je pourrais vendre mon chocolat. Des distributeurs. Des distributeurs, exactement. Ouais. Et fin août, il y a ce chocolatier qui est rue de Passy dans le 15e à Paris, qui est arrivé, qui m'a dit, voilà, moi je vais vous acheter pour 250 000 € de chocolat par an. Donc là, j'avais sauvé l'entreprise. Oui. J'avais sauvé l'entreprise, mais il fallait continuer. Après, il faut voir les conditions. Mais là, vous pouviez, avec un contrat comme ça, on peut se lancer, assurer des loyers, assurer certaines choses. Assurer surtout de pouvoir continuer à payer mon personnel, de pouvoir continuer à payer l'emprunt qui nous avait permis de nous installer. Et c'est grâce à ce chocolatier et à d'autres aussi, d'autres clients que j'ai dû trouver, qui m'ont permis de garder cette entreprise. Par la suite, j'ai pu racheter les parts de mon associé. Et là, ça a été un bonheur total, puisque mon fils Mathieu m'a rejoint dans l'entreprise, alors qu'il n'était pas du tout destiné à devenir chocolatier, après avoir fait Cannes, Hippocagne, 5 ans de droit et d'histoire de l'art par correspondance. Il est venu m'aider en 2015. Et à la fin de la saison, il m'a dit je veux que tu m'apprennes tout ton métier, c'est passionnant, c'est fascinant. Et c'est grâce à Mathieu, en 2022,
on est passé donc à la fabrication de la fève à la tablette. C'est-à-dire qu'on achetait notre chocolat jusqu'à maintenant, comme la plupart des chocolatiers, dans des grosses industries comme Valrhona, Cacao Barry, Cluizel ou d'autres encore. Et maintenant, depuis 3 ans, on achète nos fèves de cacao et on réalise notre chocolat de la fève à la tablette. D'accord. Et c'est là que ça prend tout son sens. Et c'est Mathieu qui a vraiment insisté pour me faire signer un investissement de pas loin de 100 000 € entre le four qui permet de faire la torréfaction des fèves, le casse cacao et les différents moulins de pierre qui nous permettent aujourd'hui d'assurer 90% de notre fabrication de l'ensemble de nos chocolats. Le seul chocolat qu'on est encore obligé d'acheter, c'est notre chocolat d'enrobage, c'est-à-dire celui qui nous permet de recouvrir notre bonbon de chocolat, qui permet en fait de reconnaître les chocolats. Donc l'enrobage, c'est quelque chose qui représente environ 30% du volume total de chocolat fabriqué. Donc ce chocolat, nous sommes pour le moment encore obligés de l'acheter et nous travaillons avec Ethicable, qui est une entreprise qui travaille de façon très juste avec les planteurs. Et par la suite, on espère avoir un autre moulin et pouvoir fabriquer tout notre chocolat d'enrobage. D'accord. Alors, j'espère que les jeunes, là, ont bien écouté, parce que, je vais résumer un petit peu le parcours entrepreneuriat, milieu socio-culturel, déjà dans l'entreprise, une formation sur le produit et la conception du produit, ensuite, un parcours professionnel dans des grosses sociétés pour apprendre le métier et ce qui va autour justement de la conception du produit lui-même, c'est-à-dire le marketing, la distribution, la présentation, faire marcher tout ceci. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on a l'expérience, se mettre à son compte, faire face à des challenge d'entrepreneur, ne pas s'arrêter devant les difficultés, devant les échecs, et puis au final réussir à se faire un nom, parce que Hervé Robin à Périgueux, c'est quand même, quand on en parle, les gens connaissent. Il y a une boutique au centre-ville, il y a un laboratoire à côté, il y a maintenant une marque, il y a un design, il y a quelque chose qui se place pour rester, même si ça monte et ça descend. Voilà, c'est comme ça qu'on crée une société aujourd'hui. Alors, Monsieur Robin, vous êtes devenu aujourd'hui un spécialiste de la conception chocolat, de la fève du chocolat. Vous m'aviez dit que vous fournissiez surtout au niveau des fèves dans quel pays ? Alors, beaucoup Amérique du Sud, oui. Un peu Amérique centrale également, Madagascar. Mais on a une préférence pour les fèves, surtout qui viennent du Pérou. On a notamment... dans les tablettes que je vous ai amenées, j'ai amené la tablette avec la tablette Fortunato numéro 4. On va la goûter à l'antenne. Alors vous pouvez la goûter. Là, c'est quelque chose qui est unique comme cacao. Il a été classé comme étant un des meilleurs cacao au monde. Et moi, c'est mon chocolat préféré. Alors, je ne devrais pas trop le dire parce que c'est des fèves qu'on n'a pas pu se procurer dernièrement. Donc là, on ne donne pas de secret parce que... Là, même si on est entre nous, ça va se savoir. Non, mais là, en réalité, le secret, c'est vraiment la fève de cacao. On est c'est une toute petite plantation, en fait, la plantation de Don Fortunato dans le canyon de Marañón au Pérou. Et en fait, on est quelques chocolatiers en France à pouvoir se procurer ce cacao. Et là, aujourd'hui, on n'a plus de fèves de cacao du Pérou. Donc, on attend avec impatience les prochaines récoltes pour s'en procurer à nouveau et se stocker en quantité suffisante parce que c'est un cacao qui est extrêmement apprécié par l'ensemble de notre clientèle. Il est très très bon. 72%, Fortunato numéro 4, origine Pérou, saveur orange, noisette, caramel, marc de café. Ils font bien sous la langue. Ouais. Il n'y a pas de notion de sensation de gras. Il est vraiment très très bon. Alors justement, ce que vous venez de dire, Stéphane, c'est hyper important. Pas de sensation de gras. Et ça, c'est tout simplement dû à notre façon de travailler le cacao. Ce qu'il faut savoir pour que les gens comprennent bien, c'est que quand un industriel comme Valrhona ou Cluizel ou d'autres fabrique un cacao à 70%, il a le droit de rajouter entre 10 et 15% de beurre de cacao, sans le signaler. Alors, quand il vend un chocolat à 70%, évidemment, ça fait 70% de cacao, mais dans ces 70%, il a en réalité 55%
de fèves et 15% de beurre de cacao rajouté. Et laissez-moi deviner, le beurre de cacao coûte moins cher. Exactement. D'accord. En fait, la différence, c'est vraiment fondamental chez nous sur notre façon de travailler. On fait partie d'un mouvement qu'on appelle le Bean to Bar. Le Bean to Bar, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Traduit littéralement de l'anglais, bean c'est la fève, bar c'est la tablette. Ah mais c'est super bon. Et en fait, mais ça vous allez avoir du mal à vous arrêter. Donc bean to bar, c'est un mouvement, je disais, qui vient des États-Unis, qui est apparu aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, et en France une dizaine d'années plus tard. Donc c'est en France depuis les années 2010, et on est une soixantaine de chocolatiers bean to bar en France. Et on est les premiers en Dordogne. Il y a une personne qui a démarré derrière nous le Bean to Bar, c'est Pauline qui est à Saint-Jean-de-Colle ou Saint-Pierre-de-Colle ou Saint-Jean-de-Colle, je ne sais plus, qui commence aussi à fabriquer son chocolat à partir de la fève et sans rajout de beurre de cacao. Mais c'est là que tout prend du sens en fait. D'avoir les fèves, quand on annonce 70% de cacao, là, en l'occurrence, le Fortunato à 72%, c'est 72% de fèves et le reste, c'est du sucre et du sucre de canne. Il n'y a pas d'ajout de beurre de cacao, mais ça se pas sent de conservateur. Et c'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres chocolatiers. Alors c'est ça aussi la marque de l'artisan, c'est ne pas privilégier la rentabilité, ne pas faire que de l'économique, mais essayer de faire du bon et du beau, en fait. C'est aussi ça l'artisan. Alors, c'est ce qui nous caractérise, mais complètement, quoi. Moi, je suis issu quand même de famille de commerçants, où on a toujours fait attention à tout. Avec la Maison du Chocolat, on a toujours essayé de regarder et de... Fabriqué avec amour au cœur du ça. Périgord blanc. C'est ça. Voilà, c'est ça. On a toujours essayé de faire attention. C'est Robert Lynx, donc le créateur de la Maison du Chocolat, qui nous a appris ça, de faire attention à tout ce qu'on dépensait. Et aujourd'hui, moi, je travaille de la même façon avec mon équipe à l'atelier, en leur disant attention, il faut être attentif aux dépenses, quoi. C'est hyper important. Et ce qui compte par-dessus tout, c'est que nos clients se régalent. Donc, des fois, on fait des chocolats qui sont tellement longs à réaliser qu'on sait très bien qu'on n'est pas rentable, mais ça fait partie des chocolats qu'il faut avoir parce qu'on est les seuls à les avoir. Ce qu'on appelle les produits d'appel. Exactement. En fait. C'est des choses qui sont très très bonnes et puis qui aident à faire vendre le reste. Exactement, puis, exactement. Et voilà, chez nous, c'est beaucoup de produits qui sont fabriqués vraiment avec amour. Ça, c'est une réalité. Et là, dernièrement, on vient de trouver un fournisseur de noisettes qui est dans le département voisin, en fait, qui est dans le Lot-et-Garonne. C'est la maison Martinet. D'accord. Et en fait, on a visité la noiseraie il y a 15 jours, en fait, qui s'étend sur 14 hectares de noisettes. Et Mathieu Martinet a réalisé entièrement son atelier avec du matériel. Il est ingénieur de formation. Il a réalisé tout le matériel pour faire le tri des noisettes, le calibrage, le concassage, la torréfaction. Et c'est vraiment des noisettes exceptionnelles. Jusqu'à maintenant, on achetait uniquement dans le Piémont. Et on s'est dit, mais pourquoi pas regarder ce qui se fait tout près de chez nous. Et franchement, on est super content de faire travailler des locaux. Les matières premières, ce n'est pas que le chocolat, c'est aussi tout le reste. Il y a aussi la pistache, il y a aussi la noisette, il y a aussi... Les amandes. Les amandes. Oui, il y a beaucoup de matières premières. Je mange un rocher, là aussi, c'est quelque chose. Alors le rocher amande noisette, ce qui nous différencie, si vous voulez, par rapport à la plupart des chocolatiers, c'est qu'on est à 75% de fruits secs. Donc, c'est 75% de fruits secs et 25% de sucre de canne. Mais 75% de fruits secs, là où la plupart Alors, les industriels, ils sont plutôt à 50% de fruits secs dans leur praliné. Les artisans chocolatiers, de 60 à 70 à 75%, on est très, très peu. Parce que ce qui coûte le plus cher, c'est les fruits secs, c'est pas le sucre. Donc, plus on met de sucre, plus on est rentable. Seulement, quand on goûte un chocolat de chez nous, on voit tout de suite la différence. On est vraiment sur le fruit. Et il n'y a pas le goût du sucre blanc. Il y a moins de sucre possible. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, votre sucre, c'est du sucre blanc ou c'est du sucre de canne? C'est du sucre de canne. Sucre de canne, ouais. Et ça, c'est vraiment...
au détriment de la rentabilité, mais c'est ce qui nous permet de Vous avez fait de le nous pari de la différencier. qualité. Voilà. C'est en fait, en marketing, c'est le haut de gamme. On C'est se place dans exactement le ça. haut de gamme parce que dans le haut de gamme, il y a de la qualité et que le haut de gamme, il y aura toujours une clientèle pour le haut de gamme, en fait. C'est exactement ça. Ouais. D'accord. C'est fabuleux tout ça. Je voudrais aussi parler de la brochure. C'est en fait quand on va chez Hervé Robin, il y a un petit livret qui explique les différentes sortes de chocolat. Et bon là, c'est le designer qui va vous en parler. Hein. C'est bien fait. C'est beau, les alignements sont faits, le vocabulaire est soutenu, c'est propre, c'est extrêmement professionnel et on a envie de tous les manger en fait. C'est clairement, voilà. Bon. Alors, cette carte des saveurs, elle existe, enfin, elle est changée chaque année. Hein. Là, elle a été illustrée par une artiste locale. Et ensuite, c'est Mathieu qui fait toute la rédaction, qui fait toutes les photos des produits. Mon Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce livret a beaucoup de succès et c'est remis systématiquement dès l'instant où on achète un écrin chez nous. D'accord. Donc là, vous avez une grande période qui arrive pour Noël. C'est vrai ce qu'on dit, il y a vraiment un pic à Noël. Alors, il y a forcément un pic à Noël, puisque on a vraiment, je dirais, 50% du chiffre d'affaires se fait à Noël. Donc, oui, il y a vraiment un pic. Et cette année, pour nous, c'est encore plus intense, puisque nous avons ouvert à Bergerac, en fait, notre troisième point de vente. D'accord. On a ouvert dans les halles de Bergerac. Et donc, forcément, ça nous fait l'équivalent d'un magasin, un magasin en plus. Alors, on ne sait pas exactement quel va être le volume d'affaires qu'on va réaliser, en fait, dans les halles de Bergerac. Toujours est-il qu'on a ouvert en septembre. On a été très très bien accueillis déjà par la mairie de Bergerac et par les commerçants de la halle. Et je pense que c'est très prometteur. On va avoir une fin d'année vraiment très intense, j'en suis certain. Ouais, pétard, c'est bon. Je viens de goûter un truc à la pistache. Avec, pâte d'amande pistache ou praliné pistache. Celui qui avait des petits morceaux de pistache dessus. Donc il y a un petit goût de rose. C'est le praliné pistache. D'accord. Ouais. C'est impressionnant. Bon, dites-moi, vous avez combien d'employés durant l'année, combien d'employés durant les temps chauds? Alors, nous, on arrive à travailler de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on a pratiquement le même effectif, à l'exception d'une quinzaine de jours sur la fin d'année où on est obligé de recruter un petit peu quelques saisonniers pour faire surtout de la mise en écrin. Mais sinon, notre équipe de production reste stable. On est sur une façon de conserver le chocolat qui est unique et que j'ai mis au point moi-même avec la Maison du Chocolat. C'est-à-dire que on refroidit notre chocolat, on le refroidit en dessous de 0 degré pour permettre en fait une qualité irréprochable et pour permettre à chaque production en fait qui est stockée au froid comme ça, on sort notre chocolat donc du froid, il est comme s'il venait d'être fait. Il y a quelques règles à respecter au niveau de la mise au froid et de la sortie des produits du froid, mais c'est une méthode que j'ai mis au point avec la Maison du Chocolat à Paris et qui assure en fait de permettre une production pratiquement linéaire toute l'année. Donc pour arriver à ça, il a fallu des mois, même des années de tests, et on a travaillé avec mon équipe qualité de la Maison du Chocolat et la DGCCRF pour arriver à prouver que tant que le chocolat n'était pas à moins 18, on considérait que les molécules d'eau n'étaient pas prises en glace. Tant qu'on n'est pas à moins 18... Donc il n'est pas surgelé à moins 18, et c'est une conservation... On n'est pas congelé. Ce qu'on appelle la cristallisation commençante, c'est-à-dire les gouttelettes d'eau qui sont contenues dans le chocolat. Tant qu'on n'est pas à moins 18... ça n'est pas congelé, et aujourd'hui, c'est dans les textes de loi. Monsieur Robin, on vous trouve comment? Alors, si on veut acheter, on peut acheter en ligne? Directement sur le site internet. herverobin.fr. Exactement. Et vous avez des magasins, donc il y en a un à Périgueux. Vous nous rappelez l'adresse? Donc c'est place du Coder à Périgueux, à côté des Halles. Vous en avez un à Bergerac? À Bergerac, dans les nouvelles Halles de Bergerac. D'accord. Et le troisième point de vente que vous nous avez dit? C'est notre boutique d'atelier à Notre-Dame de Sanilac. Bon. Monsieur Robin, c'est fabuleux, ça fait plaisir et en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur RLP nous parler de votre métier, de votre activité et à tout le monde. Au revoir Monsieur Robin. Merci, au revoir Stéphane. À la semaine prochaine. Merci à vous, au revoir.
RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.